Ma famille m'a mise à la porte le soir du Nouvel An. Tu ne fais plus partie de nous, a dit mon père. J'ai souri. C'est juste. Puis j'ai sorti une enveloppe scellée et je l'ai déchiquetée sur le champ. Quand ils ont vu le chèque de banque annulé pour la rénovation de la maison, des chaises ont raclé le sol et tout le monde s'est mis à crier. Je n'ai jamais été le genre de personne à faire des scènes, mais ce soir-là, j'ai décidé que je n'allais plus rien avaler. C'était la veille du Nouvel An, et mes parents organisaient un de leurs habituels dîners de famille au sourire forcé, le genre auquel ils vous culpabilisent de participer avec des phrases comme « Nous sommes toujours tes parents » et « Ne nous mets pas dans l'embarras devant tout le monde ». Ma sœur, Chloé, et moi sommes arrivés en retard, et ce n'était pas un accident. Elle savait pourquoi. Nous nous sommes garés à 2 rues de là pour avoir une plus longue marche afin de discuter de la situation. J'étais nerveuse mais pas incertaine. J'en avais fini de les laisser tirer les ficelles. La maison était bondée. Mes tantes riaient trop fort, mes cousins étaient rivés à leur téléphone, et tout l'endroit sentait le jambon trop cuit et le parfum bon marché. Ma mère m'a à peine regardé quand elle a ouvert la porte. Mon père ne m'a pas dit bonjour. Il m'a juste lancé cette expression à la mâchoire serrée qu'il arborait toujours quand il pensait avoir la supériorité morale. Nous avons tenu environ 20 minutes avant qu'il ne décide de faire son spectacle. Nous étions tous assis, en plein milieu d'un toast, et il l'a simplement dit avec une suffisance, comme s'il rendait un verdict vertueux. Tu ne fais plus partie de nous. Il y a eu une pause. Tout le monde s'est immobilisé. J'ai souri. C'est juste. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais gardée dans la poche de mon manteau toute la soirée. Un papier épais, d'aspect officiel. Et lentement, juste devant eux, je l'ai déchiré en morceaux. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste un déchiquetage lent et délibéré. J'ai laissé les morceaux flotter jusqu'au sol comme de la neige. Un silence de plomb est tombé. Cette enveloppe contenait un chèque de banque certifié de 5 500 €, le montant exact qu'ils m'avaient demandé quelques semaines auparavant, soi-disant pour terminer la rénovation de leur cuisine, leur « espace de rêve », comme ils l'appelaient. J'avais accepté à contre-cœur. J'étais même allé à la banque le jour même et j'avais tout arrangé. J'allais l'envoyer par la poste, mais quelque chose m'a dit d'attendre. Un jour plus tard, Chloé m'a montré les textos des captures d'écran, des dizaines. Ma mère plaisantant avec ma tante sur le fait que je finirais toujours par céder, que je leur devais bien ça, qu'elle savait exactement quoi dire pour obtenir ce qu'elle voulait. Mon père disant que je ne leur tiendrais jamais tête parce que j'essayais encore de mériter leur amour. Il s'était moqué de moi, il l'avait planifié. Alors je suis allé à la banque et j'ai annulé le chèque. J'ai gardé le reçu d'annulation. Je l'ai fait imprimer et sceller dans cette enveloppe. C'était pour eux, non pas pour expliquer, mais pour montrer. C'est là que les cris ont commencé. Ma mère s'est levée d'un bond la première, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Mon père rejetait déjà la faute sur Chloé, disant qu'elle m'avait monté contre eux. Mon oncle a commencé à nous faire la morale sur le respect. Un cousin a essayé de me prendre à part pour me calmer, comme si j'étais le problème. Je n'ai pas dit grand-chose. Ce n'est que le début. Et je pensais chaque mot. Chloé et moi sommes partis. Pas d'adieu, pas de fausses accolades, juste nous deux sortant dans la nuit glaciale pendant que les gens à l'intérieur s'agitaient pour comprendre ce qui venait de se passer. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que depuis 1 an, je remboursais secrètement une partie d'un prêt qu'ils ne pouvaient pas gérer. Leur nom figurait dessus, mais les mensualités venaient de moi discrètement, stupidement parce que je pensais qu'ils finiraient peut-être par me voir comme autre chose qu'une source d'argent. Cela s'est terminé au moment où j'ai déchiré cette enveloppe. Ils l'apprendraient bientôt, probablement par leur banque. Et quand ils le feraient, ils seraient seuls. Plus de bouées de sauvetage silencieuses. Plus de prétention d'être la bonne fille juste pour maintenir la paix. Laissez-les découvrir le goût de la fierté quand les factures commenceront à s'accumuler. Et le plus drôle ? Cette belle cuisine qu'ils voulaient tant, celle qui, pensait-il, impressionnerait enfin les voisins et leur donnerait l'impression d'être des rois, n'était plus qu'une promesse vide enrobée de dettes. Le 3 janvier, le silence a commencé à se fissurer. Ça a commencé par un texto de ma mère, une simple phrase, « Salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Appelle quand tu pourras. » Je n'ai pas répondu. Chloé non plus. Ils ont attendu 2 jours, puis en ont envoyé un autre, cette fois de mon père, « Je ne sais pas ce qui se passe avec la banque, mais il y a un problème avec le prêt. » Celui-ci m'a fait sourire. Alors, il l'avait enfin vu.
J'avais arrêté mes paiements le matin du 1er janvier. Après avoir vérifié une dernière fois que mon nom n'apparaissait nulle part de manière permanente sur le compte, dès que j'ai su qu'il serait entièrement responsable, j'ai débranché la prise. Fini les dépôts silencieux, fini les transferts d'argent d'urgence, fini de faire comme si ce n'était que temporaire. Il pensait que le prêt se gérerait discrètement tout seul. Il l'avait toujours fait. Ce premier paiement manquait à déclencher un avis automatique. Ils devaient plus qu'ils ne pouvaient couvrir, surtout avec tout ce qu'ils avaient investi dans la cuisine à moitié finie. Je connaissais leur réalité financière mieux qu'eux. Ils étaient à court d'argent, prétendant vivre une vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, et j'avais été leur coussin de sécurité. Plus maintenant. C'est là que les appels ont commencé. J'ai reçu 2 messages vocaux cette première semaine. Le premier était calme, prétendant que tout n'était qu'un malentendu. Le second ne l'était pas. La voix de mon père était tranchante, décousue. Il m'a blâmé, m'a accusé de faire ça par dépit. Je l'ai gardé. J'ai tout gardé, au cas où j'aurais un jour besoin de prouver à quelle vitesse ils pouvaient retourner l'histoire. Et comme je m'y attendais, ils ont commencé à transformer l'histoire pour les autres. Le 7 janvier, Chloé a reçu un appel de tante Marianne. Ta mère dit que Léa et toi êtes devenus froides. Qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle est morte d'inquiétude. Chloé n'a pas pris la peine d'expliquer. Elle lui a juste dit de laisser le temps faire son œuvre. Tante Marianne n'était pas stupide. Elle avait prêté de l'argent à nos parents il y a 2 ans et n'en avait jamais revu la couleur. Ils avaient promis de la rembourser après le remboursement d'impôts. Le remboursement est arrivé, le remboursement, non. Puis sont venues les manœuvres plus bruyantes. Notre cousine Manon, qui travaillait dans une banque du centre-ville, nous a dit qu'elle avait vu notre père arriver les raffolés, essayant de négocier une sorte de prolongation d'urgence. Elle ne lui a pas parlé directement, mais elle en a assez entendu. Il a dit qu'il avait été saboté. Chloé et moi avons simplement attendu. Pas de réponse, pas d'explication. Nous voulions voir jusqu'où ils iraient. Et puis ça a dépassé les bornes. Le patron de Chloé l'a convoqué pour une réunion privée un jeudi matin et lui a demandé si tout allait bien à la maison. Il avait l'air mal à l'aise. Il lui a dit que quelqu'un avait envoyé un courriel à l'entreprise en se faisant passer pour un parent inquiet, avertissant que Chloé était instable, facilement manipulable, et pourrait représenter un risque au travail. Le courriel contenait juste assez de détails pour paraître légitime, anciennes adresses, son deuxième prénom, même une ancienne école. Elle m'a transféré le courriel. Il provenait d'un des vieux comptes Gmail de notre père toujours actif, toujours utilisé, toujours signé de son nom par accident au bas du fil de discussion. C'est là que la colère s'est transformée en autre chose, quelque chose de plus clair. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Ils essayaient de nous nuire, de nous punir, de détruire des réputations si cela pouvait nous ramener dans leur giron. Ils ont essayé de nous faire passer pour les méchantes, et quand ça n'a pas marché, ils ont visé plus bas. J'ai pris rendez-vous pour une consultation juridique le lendemain, pas pour poursuivre en justice, pas encore, mais pour comprendre ce qui constituait du harcèlement, pour m'assurer que s'ils insistaient, je pourrais riposter plus fort. Et pendant que j'étais assise en face de l'avocat à examiner les dossiers et les courriels, j'ai demandé quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai demandé s'il y avait un moyen de récupérer un prêt personnel que je leur avais fait il y a presque 2 ans, 2750 €, non documenté mais envoyé par des virements traçables, destiné à une solution à court terme qui s'est transformée en un trou noir. Je n'en avais jamais reparlé après, mais maintenant, je les voulais en retour. Mon avocat a dit que si je leur donnais un avertissement écrit et qu'ils l'ignoraient, nous pourrions procéder. Ce soir-là, j'ai tout tapé. Pas de menaces, pas de drame, juste des faits, des dates et un montant. Je l'ai envoyé dans une enveloppe avec suivi, adressée à eux deux. Et puis je me suis assise et j'ai attendu. Ils pensaient que le chèque annulé était la fin de la tempête. Ils n'avaient aucune idée. L'enveloppe est arrivée sur leur paillasson le 14 janvier. J'ai suivi sa livraison à la minute près. Signé par mon père. Je l'ai imaginé l'ouvrir dans le couloir, parcourant la lettre tapée, puis voyant son propre nom et le montant qu'il pensait que j'avais oublié, 2750 €. Tout était clairement exposé, les dates, les reçus de virement, l'intention, et un avertissement formel que j'attendais le remboursement dans les 14 jours, faute de quoi je poursuivrais une action en justice. 3 jours de silence. Puis le bruit a recommencé, mais pas de leur part. C'est l'oncle Louis qui a appelé en premier.
sorti de nulle part. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un an, mais son nom s'est affiché sur mon écran comme s'il avait attendu le bon moment pour intervenir. J'ai décroché. Tu as secoué tout l'arbre, Léa. Ton père perd la tête. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Apparemment, mon père avait téléphoné à tout le monde, en pleine panique, essayant d'emprunter de l'argent. Il avait dit à Louis que c'était une situation urgente et avait tourné autour du pot quant à la vraie raison, comme toujours. Mais Louis n'est pas un idiot. Il a dit que mon père avait demandé 2750 €, le même montant exact. Il ne lui a pas prêté. Au lieu de ça, il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Ils avaient une fois emprunté à ma tante, sa femme, pour ce qui était censé être une solution à court terme quelques milliers. Ils avaient promis de la rembourser après qu'une prime de travail soit arrivée. La prime est arrivée, la dette est restée. Louis a dit qu'il a fallu près d'un an et de multiples disputes familiales pour récupérer l'argent, et even alors, il est arrivé en miettes et avec des excuses. Ils nous ont fait ça à tous pendant des années, a-t-il dit. Tu as juste finalement coupé le cordon. J'ai compris à ce moment-là. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à penser que j'étais la seule sur qui ils comptaient. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient construit tout un écosystème de manipulation silencieuse, passant d'un membre de la famille à l'autre, promettant des retours et ne tenant jamais parole. Je n'étais pas spécial. J'étais juste la suivante. Le même soir, Chloé m'a envoyé une capture d'écran. Notre mère lui avait envoyé un paragraphe dégoulinant de culpabilité, « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Votre père est malade à cause de ça. Vous ne faites qu'empirer les choses pour tout le monde. Si c'est comme ça que vous voulez traiter la famille, alors allez-y, détruisez tout. » Aucune reconnaissance de ce qu'il devait. Aucune admission. Juste le retournement habituel, ils étaient les victimes, nous étions les méchantes. Nous n'avons toujours pas répondu. Puis, le 18 janvier, une enveloppe ordinaire est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un chèque d'exactement 2750 €, signé par mon père. Pas de mots, pas d'excuses, juste l'argent, comme si ça pouvait réparer quoi que ce soit. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que non. Le même week-end, grand-mère Simone a appelé la mère de mon père. Elle ne s'implique presque jamais dans rien. Elle est calme, polie, de la vieille école. Elle n'a même pas pris parti quand mes parents ont manqué ma remise de diplôme universitaire pour partir en vacances. Mais cette fois, c'était différent. Elle m'a demandé de la retrouver dans un bistrot près de chez elle. Elle n'a pas commencé par des banalités. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux. Ton père m'a raconté ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'il devrait avoir honte. Je ne m'attendais pas à ça. Puis elle a sorti sa propre enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de vieux reçus et de notes manuscrites, je te dois. Certaines dataient de plus de 25 ans. Petits prêts, grands prêts, tous accompagnés de promesses que mes parents n'ont jamais tenues. Elle avait tout gardé, rangé dans un tiroir comme si elle attendait le jour où quelqu'un d'autre dirait enfin, assez. J'ai admiré ton silence pendant des années, a-t-elle dit. Mais j'admire encore plus ta force. J'étais assise là, cette enveloppe entre les mains, sentant quelque chose changer. Il ne s'agissait plus de vengeance. C'était plus grand que moi. Je démêlais des années de silence avec lesquelles d'autres avaient appris à vivre. Et pourtant, mes parents n'avaient pas fini, parce que le lendemain matin, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir s'impliquer, le frère de mon père, Alain, de Lyon. On se parle à peine, mais il m'a laissé un message vocal. Je viens de raccrocher avec ton père. Il dit beaucoup de choses, mais je préférerais avoir ta version d'abord. Il propageait l'histoire maintenant, construisant tout un récit, impliquant des gens de l'extérieur de la zone de retombée, essayant de réécrire l'histoire avant même que la poussière ne soit retombée. Mais je n'étais pas la même Léa qu'il connaissait l'année dernière. Je n'avais pas seulement ma version de l'histoire, j'avais des documents, des reçus, des captures d'écran, et des gens de mon côté. Cette fois, il ne s'en sortirait pas. Au moment où l'oncle Alain m'a appelé, je savais déjà ce qui se passait. Mes parents avaient opté pour la tactique de la terre brûlée. Ils n'essayaient pas seulement de me faire passer pour une ingrate, ils réécrivaient toute l'histoire, contactant des parents à qui nous n'avions pas parlé depuis des années, élaborant soigneusement une version des événements où Chloé et moi leur avions lancé une attaque non provoquée, sortie de nulle part. Mais voici la surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas, personne n'y a vraiment cru.
Plus maintenant. Je n'ai même pas eu besoin de me défendre auprès de l'oncle Alain. Il m'a à peine laissé parler avant de dire « je te crois ». Ils m'ont fait le même coup une fois, en 2009. C'était peu, mais je m'en souviens. C'était la 3e personne en 2 semaines à avouer avoir été flouée par mes parents discrètement, sans jamais le dire à personne. C'était comme une chaîne de dominos qui tombait. Une fois que j'ai fait tomber le premier, tout le monde a réalisé qu'ils étaient restés debout trop longtemps, à prétendre que tout allait bien. Et puis quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Mes parents ont essayé d'organiser une réunion de famille. Je ne plaisante pas. Sorti de nulle part, une invitation par courriel a été envoyée, une rencontre décontractée chez eux le week-end suivant. Ils l'ont présenté comme une chance de renouer les liens, de discuter, d'avancer en tant que famille unie. Quelques-uns de nos parents plus diplomates ont répondu qu'ils passeraient. La plupart l'ont ignoré. Mais Chloé et moi, nous savions ce que c'était vraiment, une opération de gestion de crise. Ils voulaient rassembler tout le monde sous un même toit avant que l'histoire ne leur échappe complètement. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais Chloé a eu une meilleure idée. Envoyons quelqu'un d'autre. Elle a contacté tante Hélène, la discrète, jamais impliquée dans les drames mais toujours attentive. Nous lui avons demandé d'y aller, non pas comme une espionne, mais comme une observatrice. Elle a accepté, mi-curieuse, mi-inquiète. Elle a dit qu'elle se contenterait d'écouter, rien de plus. La réunion a eu lieu un samedi après-midi froid. Moins de la moitié de la famille s'est présentée. Selon Hélène, la cuisine était toujours inachevée, murs en plaques de plâtre apparentes, outils éparpillés. Le chèque que j'avais reçu les avait clairement vidés de leurs ressources. Mon père était rouge et faisait les 100 pas. Ma mère avait l'air épuisée. Puis ils ont commencé à parler. Ils ont raconté une belle histoire, disant que je les avais pris par surprise, que j'avais toujours été amer, que j'avais exigé de l'argent de nulle part et les avais menacés quand ils avaient refusé. Ils ont dit que Chloé était facilement influençable et prise entre deux feux. Ils ont même laissé entendre que j'étais peut-être instable, que je traversais une période difficile et qu'ils essayaient de me protéger. Et c'est là qu'Hélène s'est levée, pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste calme, honnête. Elle a posé une seule question, si Léa était si instable, pourquoi lui avez-vous fait confiance avec vos finances pendant 1 an et demi? Silence. Puis elle a lâché la suite. Elle a dit à tout le monde qu'elle avait vu les preuves, que je n'avais menacé personne, que ce que j'avais fait était de mettre fin à un schéma répétitif, et que si quoi que ce soit, j'aurais dû le faire plus tôt. Certains des invités sont partis tôt après ça. D'autres sont restés, mais ce n'était pas pour soutenir mes parents. Hélène nous a appelés ce soir-là pour nous raconter ce qui s'était passé. Elle semblait secouée, non pas à cause d'une confrontation, il n'y en avait pas eu, mais parce que, comme elle l'a dit, tes parents n'ont même pas essayé de nier. Ils avaient juste l'air acculés. Les retombées ont été rapides. Quelques parents qui les avaient discrètement défendus ont commencé à prendre leur distance. Les conversations de groupe sont devenues silencieuses. Soudain, mes parents n'étaient plus les victimes. Ils étaient ceux dont les gens commençaient à se méfier. Puis, la fissure finale dans leur masque parfait. Chloé a reçu un message d'une amie de la famille, quelqu'un de proche de notre mère. C'était une capture d'écran d'une publication Facebook. Ma mère avait écrit une longue mise à jour larmoyante sur le fait de perdre une fille à cause des mensonges, et comment l'orgueil et l'argent ruinent les liens du sang. Elle avait désactivé les commentaires. Elle n'a jamais mentionné mon nom, mais tout le monde savait. L'effet a été instantanément contre-productif. L'un des commentaires les plus populaires venait de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, une vieille amie de la famille qui me gardait quand j'étais petite. Parfois, ce ne sont pas les enfants qui changent. Parfois, ce sont les parents qui ne l'ont jamais fait. Cette publication a été capturée et partagée plus de fois que je ne peux compter. Les gens ont arrêté de m'envoyer des textos pour demander ce qui s'était passé. Ils savaient déjà, ou ils en avaient assez vu pour arrêter de demander. Ce que mes parents n'ont pas réalisé, c'est qu'en essayant de faire de moi la méchante, ils se sont finalement exposés. Et à ce stade, même moi, je n'avais plus rien à dire. Après l'implosion de la publication Facebook, les choses sont devenues calmes. Trop calmes. Pendant 2 semaines complètes, mes parents ont disparu de toutes les conversations de groupe. Pas d'appel, pas de courriel, pas de nouveaux messages à Chloé ou à moi. C'était comme le silence avant quelque chose de grand, comme s'ils se regroupaient, attendant que la poussière retombe pour pouvoir essayer un nouvel angle. Je ne prévoyais pas d'aller plus loin sur le plan légal.
J'avais récupéré mon argent. La vérité était connue. Je n'avais aucune envie de traîner ça devant les tribunaux, à moins qu'il ne recommence. Mais alors, juste au moment où je pensais que le désordre pourrait se tasser de lui-même, quelque chose est arrivé par la poste. Une lettre, manuscrite, écriture tremblante, pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était de ma mère. Elle ne s'excusait pas. Elle ne reconnaissait même pas ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, elle écrivait que la famille s'effondrait, que tout le monde se retournait contre eux, et qu'ils espéraient que j'étais fier de moi. Elle a terminé par une phrase étrangement énigmatique, « Tu as gagné. Nous nous débrouillerons seuls maintenant. » Cela aurait dû ressembler à une conclusion, mais ce n'était pas le cas, car 5 jours plus tard, Chloé a reçu une notification de son ancien compte PayPal, un qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, une demande de transaction de mon père pour 2750 €. Nous n'arrivions pas à y croire. Après tout, après m'avoir remboursé, après avoir menti à tout le monde, après avoir prétendu que je les avais volés, il demandait maintenant à Chloé le même montant exact. Comme si de rien n'était. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils ne changeraient jamais. Pas à moins que quelqu'un ne les y force. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient fauchés, embarrassés, et essayaient toujours de tirer les mêmes ficelles. J'ai passé l'appel cet après-midi-là. Mon avocat avait déjà préparé les documents des semaines auparavant, une plainte formelle pour harcèlement et inconduite financière. Je ne les avais pas encore déposés, mais maintenant je lui ai donné le feu vert. Il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de conséquences. Mais c'est là que les choses ont de nouveau tourné. Pendant que nous préparions tout, quelqu'un d'autre a fait un geste que nous n'attendions pas. Le petit ami de Chloé, Lucas, qui s'était pour la plupart tenu à l'écart, nous a dit qu'il avait reçu un message d'une amie commune de mes parents, pas une parente, quelqu'un avec qui ils allaient à l'église. Elle a dit que mes parents avaient discrètement demandé de l'argent à nouveau. Seulement cette fois, ils utilisaient le nom de Chloé, disant aux gens qu'elle avait des difficultés, qu'ils avaient besoin d'aide pour la remettre sur la bonne voie. L'une des personnes qu'ils ont approchées était une vieille connaissance de la famille qui travaillait maintenant dans la prévention de la fraude financière pour une coopérative de crédit locale. Elle l'a signalé. C'est ainsi que mes parents se sont retrouvés sur une liste d'examen interne pour comportement suspect. Apparemment, ils avaient récemment ouvert une nouvelle ligne de crédit sous une intention conjointe, et l'histoire qu'ils ont racontée à la banque a soulevé des drapeaux rouges. Chloé a reçu un appel de la coopérative de crédit 2 jours plus tard. Ils lui ont demandé de confirmer si elle avait participé à une demande de crédit récente avec ses parents. Ce n'était pas le cas. C'était de la fraude. Et maintenant, ce n'était plus seulement notre avocat qui était impliqué. C'était le leur. Tout s'est dénoué rapidement après ça. L'examen financier a soulevé d'autres questions. Nous ne savons toujours pas qui a déposé une plainte formelle concernant leur pratique d'emprunt auprès d'une agence locale qui surveille les comportements financiers prédateurs au sein des familles. Ce n'est pas criminel, mais c'est suffisant pour être signalé pour des audits. Je suis resté en dehors de cette partie. Je n'avais pas besoin de jeter de l'huile sur le feu. J'ai juste regardé ça brûler de loin. Et puis, sans avertissement, c'est arrivé. Mes parents m'ont envoyé un deuxième chèque. 2750 € à nouveau. Pas de mots, rien. Cela n'avait aucun sens au début, jusqu'à ce que je réalise ce que c'était. Ils essayaient de rembourser Chloé par mon intermédiaire, comme si cela annulerait tout, comme si nous allions abandonner les démarches légales s'ils jetaient à nouveau de l'argent sur le problème. Mais nous ne l'avons pas encaissé. Au lieu de cela, nous l'avons fait retourner officiellement par notre avocat avec une lettre qui l'expliquait noir sur blanc, ne nous contactez plus. N'utilisez pas nos noms pour emprunter, négocier ou manipuler. Ne nous impliquez pas dans vos finances. C'est votre dernier avertissement. Nous n'avons plus eu de leurs nouvelles depuis. Mais le fait est qu'ils ont perdu plus que notre aide. Les retombées de leur tactique désespérée les ont laissés isolés. Personne ne répond plus à leurs appels. La famille qui les défendait les ignore poliment maintenant. La cuisine est toujours inachevée. Le prêt est toujours actif. Et la seule chose qu'il leur reste, c'est l'un l'autre. Et je ne pense pas que ce soit le réconfort qu'ils imaginaient. Ils n'ont jamais répondu à la dernière lettre. Pas d'excuses, pas d'appel furieux, pas de tentative de s'expliquer. Juste le silence, celui qui s'installe lorsque même les personnes les plus têtues réalisent qu'elles sont finalement à court de stratagèmes. Les semaines ont passé, puis un mois,
puis un autre. Chloé et moi parlions moins d'eux. Ce n'était pas un choix conscient, nous étions simplement passés à autre chose. Le drame a cessé d'occuper de l'espace dans nos têtes. Il n'y avait plus de textos tard le soir, plus d'alertes bancaires, plus de toiles enchevêtrées de demi-vérités à démêler. Nous étions libres d'une manière que nous n'avions même pas réalisé que nous ne l'étions pas auparavant. Et puis, un jeudi après-midi au hasard, j'ai reçu une lettre. Tapée, pliée soigneusement, pas d'adresse de retour à nouveau, mais le timbre était local. C'était de mon père. C'était court, 2 paragraphes, pas tout à fait des excuses, mais quelque chose qui flirtait avec. Il écrivait qu'il réexaminait leur choix et essayait de se remettre sur la bonne voie, qu'il savait que les choses étaient allées trop loin, qu'il se retirait de toutes les interactions familiales dans un avenir prévisible. La dernière ligne disait « Nous comprenons maintenant que tu n'es pas la même fille que nous avons élevée. » Il voulait que ce soit une pique d'adieu, je pense, comme si j'avais changé pour le pire. Mais il avait raison. Je n'étais pas la même. Quelques jours plus tard, j'ai mis en boîte le dernier souvenir d'eux de mon appartement, un vieil album photo que ma mère m'avait donné des années auparavant, un de ces trucs, pour quand nous ne serons plus là un jour. Je ne l'ai pas brûlé ni jeté. Je l'ai simplement déposé dans un garde-meuble et je l'ai laissé. Ce qui était encore sentimental n'avait pas besoin de vivre chez moi. Mais avant de faire ça, j'ai fait une dernière chose. J'ai imprimé une photo, pas d'eux, mais de Chloé et moi au bistrot avec grand-mère Simone le jour où elle nous a dit qu'elle était fière de nous. Je l'ai encadrée et je l'ai mise sur mon étagère. C'était ma version pour clore le chapitre. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, juste avec la vérité et les personnes qui méritaient vraiment une place dans ma vie. Chloé m'a dit quelque chose qui m'est resté quelques semaines plus tard. Nous passions devant la maison où nos parents vivaient encore. Peinture écaillée, jardin en friche, pas de rénovation en vue. Elle avait l'air abandonnée même si elle ne l'était pas. Elle a dit, ils ne nous ont pas seulement perdus. Ils ont perdu l'illusion qu'ils étaient intouchables. Et c'était ça. C'était la vraie victoire. Ils pouvaient mentir, inventer, manipuler, emprunter, déformer mais ça ne marchait plus. Personne n'écoutait. Personne ne les sauvait. Ils devaient faire face à ce qu'ils avaient créé, leurs choix, leurs dettes, leur silence. Nous sommes allés de l'avant. Ils sont restés derrière. Et s'ils essaient un jour de revenir, ils trouveront la porte verrouillée et une version très différente de moi se tenant de l'autre côté. Cette fois, je ne sourirai pas. Je serai parti.